Voilà, dans le précédent numéro, on a vu comment le cœur de la révolution Xipoutine pour un nouvel ordre mondial consiste à stopper le glissement vers le nihilisme. Je rajoute le consiste à pour que ce soit plus clair. Et après cet article, Alastair Crooke, dans la foulée, on a sorti un autre sur gérer le récit du déni de l'Ukraine. Ça veut dire ça nous reprend juste la partie qui nous intéressait sur le mensonge, la stratégie du mensonge, que lui, ici, il va décrire de façon extrêmement plus limpide encore, un peu de la même manière qu'on l'a fait notamment. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'ils vont passer de l'Ukraine à autre chose, sans s'excuser, sans regarder en arrière. C'est vraiment la substance de son propos dans cet article. Et récit explicatif, très intéressant. Et notamment, la façon de procéder consiste à mentir et rementir par-dessus et continuer à mentir encore plus et sans jamais revenir en arrière, c'est le principe de base. C'est là-dessus qu'on avait pris toutes ces notes et qu'on était parti au départ pour parler du grand mensonge et de la stratégie. Mais après, on a évidemment bifurqué sur l'expression physique du changement de paradigme, à savoir les armes, voilà, tout simplement. Hein. Ça permet, les armes et la guerre, ça permet d'exprimer ce qui se passe dans l'état d'esprit du monde, qui est actuellement en train de basculer d'une philosophie occidentale poussée à bout, au bout de ses limites, et plongeant comme... il parle souvent de tectonique des plaques, lui aussi il en parle ici, c'est un mot qui revient très souvent. Est-ce que c'est ici? Voilà, la tectonique. Je l'avais employé ce terme instinctivement hein, au début de la saison des guerres, pour signifier en gros qu'on a une ancienne plaque tectonique qui plonge vers l'enfer, pendant que l'autre est poussé vers le haut. Donc c'est la collision des deux qui crée les montagnes. Et cette montagne, c'est Xipoutine, pendant que eux s'enfoncent dans le nihilisme. Et ça nous amène à la suite. Donc, Xidarabi et la poussée du pétrole yuan. Alors, lorsque le soleil était de l'autre côté, je recommence. Lorsque la Terre était de l'autre côté du soleil, symétriquement en face, parce que là, en fait, on est au solstice d'hiver. On avait déjà commencé un, une nouvelle rubrique qui s'appelait le Great Shift, en opposition au Great Reset. Et récemment, elle n'a pas été très nourrie, cette rubrique. Nous, on s'attendait à ce qu'à la rentrée scolaire, jusqu'à la période de l'hiver, on ait des nouveautés, des choses qui étaient attendues. Après le Samarkand de l'été dernier, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de choses dans cette catégorie, et puis on n'a pas eu grand-chose. Un peu triste. Mais là, c'est bon. C'est bon, on y est, ça repart. Cette rubrique, donc, elle parle du changement de paradigme précisément, et en particulier, il faut dire. Et donc, tu n'as une seule ligne à lire dans l'article de Pepe Escobar pour tout comprendre. Sinon, après, tu peux lire la suite aussi. C'est bien quand même de lire la suite. C'est un prestigieux bonhomme, Pepe Escobar. Il nous a beaucoup fait rire en plus récemment sur une de ses, euh, une de ses bonnes blagues. Nouvelle du hachoir à viande imposé par le Hautanistan. Parce que on étudie actuellement Pallas et Athéna. Alors en fait, Athéna et Pallas sont deux personnes différentes. Hein. Elles se connaissaient quand elles étaient petites, et puis il y a eu un accident, et Athéna a malencontreusement tué Pallas, parce qu'Athéna c'est une force brute, et Pallas était la gentillesse incarnée, mais elle jouait à la guerre quand elle était petite, et puis apparemment, d'après les histoires qui sont racontées sur Wikipédia en tout cas, c'est ainsi que Athéna a tué Pallas et donc elle a construit une statuette à son effigie, et ainsi de suite. Mais bon, on résume souvent les deux. Athéna, déesse de la guerre et déesse de la géopolitique. Alors, quelque part dans son panthéon privé, Pallas Athéna, qui confond en une seule personne, déesse de la géopolitique, apprécie énormément le spectacle. Oh, attendez, en fait elle s'est réincarnée. Son nom est Maria Zakharova.
que personnellement, j'estime au plus haut degré de ce que je peux estimer un être humain sur Terre en général. C'est une déesse. Oui, oui, c'est une déesse. C'est la déesse de la guerre, enfin, déesse de la géopolitique en fait. Mais par sa simple expression de la vérité, elle cloue tout le monde sur place. Ah, c'est une femme qui a du caractère, hein. Il faut pas la chercher. Et c'est pour ça qu'on adore. Et donc, on en est là, Xidarabi. Et donc, Xi a fait une offre difficile à ignorer, que vous ne pouvez pas refuser. À la péninsule arabique, la Chine sera l'acheteur garanti de tout votre pétrole et de votre gaz, mais nous paierons en yuan. Et c'est là, c'est ça, hein, c'est ce truc-là qui a justifié la création de cette catégorie. C'est le moment où il y a eu la prise de karaté de Poutine contre les sanctions, sanctions. 10 000 sanctions, c'est leur mot d'ordre absolu. Dans les récentes sanctions qui ont été émises, attends, je te sors ça, est-ce que je l'ai là? Sanctions. Genre le 10e, 11e paquet de sanctions contre la Russie. Le mot sanction apparaît 94 fois en une seule page. C'est pour dire. Et donc, c'est des sanctions contre les médias, etc. Ils n'ont rien d'autre sous la botte à donner, ils ont que ça à vendre. Et donc, pour pallier à ces sanctions, Poutine avait sorti son Joker de la Manche. Joker qui a été pensé par Sergei Glaziev, qui est le penseur du nouveau système monétaire économique en train de naître. Et en disant, bah, ok, il n'y a pas de problème, c'est tout ce qu'on veut, c'est que tu nous payes en roubles, ou le cas échéant en or. Et notamment, on va faire en sorte que l'or et le rouble soient corrélés l'un l'autre, pour que ce soit la même chose en fait. Donc tu peux choisir entre le rouble et l'or, et donc en fait, on veut être repayé en or massif, et non plus en dollars. Et c'est tout, c'est tout ce qu'on demande. Et à partir de là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, à partir de là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le cours de l'or, puisqu'il faut tout acheter en or maintenant, mieux vaut faire en sorte que l'or coûte le moins cher possible. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça a remonté parce que, je te montre hein, quand même, entre-temps, Bitcoin s'est planté la gueule, comme ça, une énième fois, hein, parce que franchement, il s'était beaucoup planté la gueule avant, tac, 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 tac. Le Bitcoin, il sert en fait à compenser l'or, à pallier l'or. Mais maintenant que, alors c'est FTX, c'est une société qui était intimement liée aux mondialistes et à tout ce qui est très 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 mal dans le monde. Ils se sont partis avec la caisse, en fait, tout simplement. Hein. Donc la monnaie FTX a sauté, les crypto-monnaies ont toutes souffert du vol. Et donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que l'or est remonté un coup. Là. Ok, ça c'était juste pour dire. Mais n'empêche que la stratégie du nouvel ordre mondial, le vrai nouvel ordre mondial, l'autre, pas l'ancien, pas le débile, pas le niais, mais celui qui est vraiment nouveau, qui est un vrai ordre, qui est vraiment mondial, celui-là décide d'utiliser une autre monnaie que le dollar, qui a été décrit par Poutine comme étant de la fausse monnaie, fabriquée sur mesure, imprimée au besoin, pour pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent et donner des ordres à tout le monde, sans avoir rien en contrepartie. Et donc, ils ont décrit, Poutine a décrit les Américains comme des profiteurs qui, voilà, c'est tout simplement, hein, qui vivent sur le, voilà, c'est ça l'expression, qui vivent sur le dos du monde en imprimant des billets verts. Donc plus personne ne veut du coup maintenant, étant donné le mal qu'ils font avec ça, et étant donné qu'ils s'arrogent le droit de couper les avoirs de tous les pays qu'ils n'aiment pas, au besoin, Venezuela, la Russie, pas de problème. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire confiance au dollar? La monnaie, c'est la confiance.
Le dollar, c'est pas la confiance. Donc, comme ça, le problème, il est réglé. Au moins, le yuan, c'est clair. Donc, il fait un peu la même stratégie Xi, avec celle qui a été inaugurée par Poutine, en disant, ben, ok, mais vous nous payez en yuan. Et c'est là que commence le, le problème pour les uns et la solution pour les autres. Donc le changement sismique, encore un terme qui se balade d'auteur en auteur, impliqué par le mouvement du pétro-yuan, s'applique à la diplomatie chinoise, est bien trop sophistiquée et s'engage dans une confrontation directe, surtout avec un empire blessé et féroce. Et il y a donc beaucoup plus de choses qui se passent ici qu'on ne peut le voir en Eurasie. Donc face à une conjecture, une conjoncture, pardon, que je peux décrire rapidement, en fait, les Occidentaux se sont sabotés eux-mêmes, ils n'ont plus d'arrivée de gaz, ils se fâchent avec les fournisseurs de pétrole et de gaz du monde entier, ils se fâchent avec le Qatar, tant qu'à faire, qui était le dernier pays à dire bon, on veut bien vous fournir encore du gaz jusqu'en 2025-26 à un prix relativement raisonnable, on veut être gentil avec vous. Il n'y a pas de problème, hein, on fait des affaires. Et ils ont encore réussi à se fâcher avec eux aussi. Et donc la question c'est, toutes les productions de gaz et de pétrole cherchent un bon client. Et ce bon client, c'est la Chine, qui arrive et qui ne parle pas en l'air. Hein, quand ils disent les choses, c'est pas des bobards, qui s'engage à acheter massivement et à long terme d'énormes quantités de gaz et de pétrole. Ce qui nous amène, dit-il, Pepe Escobar, aux deux connexions clés établies par le Xi d'Arabie, la BRI et l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Du coup, la BRI recevra un sérieux coup de pouce de Pékin en 2023 avec le retour du Forum Ceinture et Route qui avait eu lieu en 17 et en 19 et qui n'a pas eu lieu en 21 en raison de la politique du zéro Covid. J'ai tellement critiqué sur Internet que finalement ils ont cédé à mes caprices en disant mais ça va pas, à la fin vous commencez à abuser ou quoi, c'est débile cette histoire de zéro Covid. Et apparemment j'ai dû être entendu, je sais pas. Mais finalement, le message est passé à un moment ou à un autre. Ils ont arrêté leur connerie. Parce que c'est une manipulation. Hein, tous les chefs d'État se sont fait manipuler par cette histoire. Qu'ils soient de bonne volonté ou extrêmement intelligents ou quoi que ce soit, ou très bien conseillés. Ils ont quand même tous été manipulés par cette histoire. Ça a été une vraie réussite dans le mensonge. Mais bon, au bout d'un moment, hein, on finit par redevenir un peu plus sérieux. Donc il a arrêté son histoire de zéro Covid. Et c'est pour le plus grand bien de tous. Et donc aura lieu la nouvelle session de la BRI en 2023. La BRI a été lancée il y a 10 ans déjà par Xi, d'abord en Asie centrale, à Astana, puis en Asie du Sud-Est, à Jakarta. La BRI, dit-il, n'est pas seulement l'incarnation d'un mouvement complexe et multiforme de commerce et de connectivité trans-eurasienne, mais aussi le concept global de la politique étrangère chinoise, au moins jusqu'au milieu du XXIe siècle. On s'attend donc à ce que le forum de 2023 mette en avant une série de projets nouveaux et remaniés, adaptés à un monde post-Covid, endetté, et surtout à la sphère géopolitique et géoéconomique chargée de l'atlantisme contre le racisme. Quand même, les 9 membres permanents de l'OCS représentent 40% de la population mondiale. Vladimir Poutine, en visite au Kyrgyzstan, l'a dit textuellement, les travaux se sont accélérés dans le cadre du passage aux monnaies nationales et aux règlements mutuels. Ça veut dire, traduction, dédollarisation. Le processus de création d'une infrastructure de paiement commune et d'intégration des systèmes nationaux de transmission des informations financières a commencé. Ça, les informations financières, c'est le SWIFT qui a été interdit, puis donc abandonné et remplacé par d'autres systèmes qui marchent très bien aussi, hein, c'est que de l'informatique.
Et donc, le prochain Conseil économique suprême de l'Eurasie aura lieu en Russie en mai 2023. On a hâte d'y être avant le forum Ceinture et Route. Si on considère l'ensemble de ces événements, nous avons les caractéristiques de la feuille de route géoéconomique à venir, l'évolution vers le pétro-yuan. Alors, c'est une monnaie en attendant l'avènement d'une autre monnaie. Mais pour l'instant, on pouvait prendre le rouble, on peut prendre le pétro-yuan. En tout cas, on parle de les monnaies nationales et règlements mutuels en monnaie nationale, ok. Mais par la suite, il y aura une monnaie qui va supérer tout ça. C'est bien ce terme, supérer. Starkrook utilise le terme de subsumer concernant, c'est une autre signification, mais c'est en parlant euh, le, de l'état d'esprit américain et occidental qui veut subsumer le monde, c'est-à-dire en faire une petite partie de son système de pensée. Là, non, on parle de supérer, c'est-à-dire, ah oui, on apprend des choses, c'est-à-dire dans le sens inverse en fait, monter par-dessus, englober les monnaies nationales. Donc la nouvelle monnaie mondiale qui est en préparation et dont il n'est pas question dans cet article encore, mais c'est en filigrane, aura comme fonctionnalité de remplacer les monnaies nationales d'une façon quasiment transparente en fait. Donc ça ne changera pas grand-chose finalement pour eux. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir une monnaie concurrente du dollar pour pouvoir donner des estimations, des valeurs, des chiffres, etc., que tout le monde peut entendre et comprendre sans utiliser le mot dollar. Le mot dollar est interdit maintenant, on ne prononce plus le mot dollar, c'est fini. Et donc, le processus de création d'une infrastructure de paiement commune et d'intégration des systèmes nationaux de transmission des informations financières a commencé. Le prochain Conseil économique suprême de l'Eurasie aura lieu en Russie, ok, d'accord, on a vu. C'est ce que j'avais dit, excusez-moi, je me relis. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est exactement ce que le responsable de la politique macroéconomique de l'UE, l'Union économique eurasiatique, Sergei Glaziev, a conçu aux côtés des spécialistes chinois. C'est ça qui se passe, c'est son plan qui est à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on est content, parce que cet article-là, on l'attendait depuis un moment quand même. Et donc, c'est le déclenchement de la guerre financière totale. L'évolution vers le pétro-yuan sera évidemment semée d'embûches et de périls. Notamment, entre autres, le principal péril, c'est l'explosion du casino financier occidental. Une guerre financière totale qui est présentée comme la continuation de la guerre militaire. Alors, la citation exacte, c'est aujourd'hui l'opération militaire spéciale lancée par Moscou en Ukraine en février 2022 et que l'OTAN s'est transformée, maintenant que l'OTAN s'est transformée à toute fin pratique, en guerre contre la Russie, disons-le franchement. Nous avons dépassé le territoire de la guerre hybride et nous sommes plongés profondément engagés dans la guerre financière totale. Et c'est ça qui se passe. Alors SWIFT à la dérive, SWIFT c'est l'ancien système de règlement, en fait, de vérification et de contrôle de sécurité des paiements internationaux. Et donc, comme je disais, est remplacé par les systèmes SFPS, FPSS, FFFP, d'accord, et CIPS. Excusez-moi, je peux me tromper d'une lettre. C'est nouveau, faut s'y faire. Ce qui entraîne logiquement l'abandon de la Visa et Mastercard, voilà, au profit des UnionPay et Mir. Sans parler de Alipay et de WeChat Pay, parce que WeChat a son propre pay. Ils sont quand même extrêmement populaires en Asie du Sud-Est. Et donc l'échange de leur propre monnaie et d'une nouvelle monnaie alternative mondiale figure en tête des priorités de cette longue liste de nations allant de l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Asie occidentale, toutes désireuses de rejoindre le BRICS++++++, ou l'OCS, et voir les deux, dans certains cas, c'est normal. L'OCS, c'est un peu comme l'OTAN, en fait, hein, sauf qu'ils sont vraiment très très bien organisés. La différence, c'est qu'ils sont très rationnels, pragmatiques, simples, clairs. Et donc faire partie de l'OCS, c'est être tranquille. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Et tout est question d'assujettissement ou d'exercice de la pleine souveraineté. Tout est question de souveraineté.
C'est la question la plus centrale du monde actuellement et c'est le mot-clé le plus important. Souveraineté égale liberté, pas de souveraineté égale pas de liberté. Donc les questions qu'on a vues avant sur ah ouais, dis donc, on n'a plus de liberté d'expression, bah oui, on n'a plus de souveraineté. Donc, va avec. La liberté, comme je la décris très souvent dans mes analyses, c'est un moyen, enfin, c'est un but et un moyen. C'est les deux. C'est un but parce que c'est ce qui permet la jouissance de la vie, du profit de la vie, de la, comment on dit, la réalisation de soi, etc. En tant que but et en tant que moyen, c'est ce qui permet à une civilisation d'évoluer, de sortir de ses limites, de ses carcans, de ses habitudes, de ses routines, de ses façons de faire, de ses dogmes, et de façon à les briser, les effriter, les émietter, les confronter aux limites, et d'ouvrir la discussion, le dialogue, l'échange, et de faire naître des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Toute l'évolution et tout le génie humain ne sont possibles que grâce à l'outil qui est la liberté. Donc sans liberté, pas d'évolution sociale ou d'évolution à l'échelle civilisationnelle. Voilà. C'est donc on rigole pas avec ça. Hein. Et le fait que les pays d'Europe soient non pas souverains, mais vassaux, fait qu'ils ne bénéficient plus d'évolution, ils n'ont plus d'avenir, et ils n'ont plus de solution à leurs problèmes. Les problèmes continuent d'augmenter, de se complexifier, de rentrer en collision, de se multiplier les uns par les autres. Tout se noircit, le ciel s'assombrit, mais et sans liberté, sans dégagement, sans moyen de se sortir de là, sans réflexion, sans dialogue, sans solution, sans comment dire, acceptation des autres, et sans non plus le fait de la liberté, c'est un truc qui se délivre, qui délivre les autres, qui nous délivre, mais qui se délivre. La liberté, c'est quelque chose qu'on donne, qu'on accorde aux autres. C'est la liberté qu'on laisse aux autres d'être ce qu'ils veulent être pour qu'ils se sentent le mieux possible, pour qu'ils soient le plus possible eux-mêmes et pour qu'ils soient au mieux de leur forme et pour qu'ils puissent avoir leur plein potentiel et ainsi contribuer le mieux possible au monde. C'est ça, l'idée et l'esprit de la liberté. Donc c'est quelque chose qu'on donne. Et la liberté n'est créée que par celle qui est donnée par les autres et par tout le monde. Donc c'est très important. Je suis parti sur ce discours à l'improviste, mais mais en gros c'est quelque chose que l'esprit eurasiatique a intégré, compris et mis en pratique et qu'il désire voir, vivre et exister. Donc là-dessus il n'y a pas photo. Hein. Donc Pepe Escobar continue sur sa lancée à lui. Laissons donc les derniers mots essentiels au plus grand diplomate de notre époque troublée. C'est bien parce que j'avais eu la même impression, c'est ça, hein, nous vivons une époque troublée, une époque sombre, en tout cas en Occident, où effectivement des paradigmes sont tellement abîmés qu'ils coulent. Donc la parole à Sergueï Lavrov. Lors de la conférence internationale interpartie, le choix eurasien comme base du renforcement de la souveraineté. Sergueï Lavrov qui, avec Maria Zakharova et avec Vladimir Poutine et même on peut dire Xi, constitue, je voulais dire ça aussi, quand on était petit, on étudiait Socrate, Platon, Hippocrate, qui a créé la médecine. Bon, il y a aussi... oh, il y en a plein. Mais en fait, à l'époque romaine, donc il y a 2000 ans et quelques, et plus, il y avait véritablement une conjonction de lumière et de grands penseurs qui ont véritablement impacté l'histoire du monde et constitué un véritable éclairage, une lumière pour l'évolution de l'humanité. Et en fait, cette grande conjonction de lumière
n'a plus jamais eu lieu ensuite. Et on se demandait jusqu'à quand, hein, à quel moment est-ce qu'on aurait enfin une telle conjonction de personnes qui peuvent éclairer le destin du monde. Eh ben, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est ceux-là, ce sont ces gens que j'ai cités, parce que véritablement, ce sont des penseurs, des philosophes, ils sont pratiques, pragmatiques, efficaces, ils sont imperturbables, ils ne se laissent pas manipuler, et, ils sont incorruptibles, ah, ça c'est évident. Il n'y a rien qui peut leur faire changer d'avis parce qu'ils ont une solidité éthique, une compréhension véritable du fonctionnement des choses, du monde, de l'univers, et ainsi de suite. Et là-dessus, ils sont indépassables. Et tous cumulés, ils constituent vraiment une lumière. Donc laissons la parole à Lavrov, la principale raison des tensions croissantes aujourd'hui est l'obstination de l'Occident collectif à maintenir par tous les moyens une domination historique décroissante sur la scène internationale. Il est impossible d'empêcher le renforcement des centres indépendants de croissance économique, de puissance financière et d'influence politique. Ils émergent sur notre continent commun d'Eurasie, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. Et donc, comme conclut Pepe Escobar, tout le monde à bord du train souverain. Voilà l'idée. Alors, sans transition, quasiment sans vouloir faire de transition en fait. Au départ, j'avais détecté une sorte de choses communes entre les différents articles et les différents élans ouais, spirituels, on peut dire, qui se produisent. Et c'est ça qui m'intéressait dans la jonction de différents articles dans différents domaines. C'est cette même recherche d'un renouveau. Donc là, Valérie Bougot, ouais, voilà, c'est elle. Et dans son. Alors, elle s'est lancé un challenge, apparemment, colloque sur la nouvelle entreprise. C'est très primaire, sans vouloir être méchant, et à la fois, c'est très salvateur d'introduire une nouvelle façon de penser et avec un nouvel état d'esprit. Elle s'intéresse plus particulièrement au côté législatif des choses, et en jouant uniquement là-dessus, c'est ce qu'elle dit en substance dans cet article, en 3 clics, on peut changer radicalement la perception des choses, la perception de l'humain par rapport à la société et à l'entreprise par rapport à la société en général, grâce à l'introduction de certains termes, de certaines compréhensions, de certaines philosophies en termes généraux. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus plus que ça. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on a une recherche d'alternatives et elle est pas tout à fait la seule parce qu'elle a un peu une petite clique de personnes qui va commencer à tourner autour, mais c'est un noyau, un des différents noyaux de recherche, de renouveau du rapport de l'homme à la société, qui peut être très intéressant. Et si vous voulez, on a aussi Helga Zepp-Larouche, qui n'est pas une moindre penseuse que son défunt mari, et qui aussi est très pertinente. Les 10 principes d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Elle parle d'architecture de sécurité parce que c'est à la mode, je crois, mais c'est pas dans le sens vraiment. C'est pas le mot qui correspond le mieux à ce qu'elle recherche. Mais en tout cas, elle parle d'architecture internationale tout court. Parce que l'architecture internationale de sécurité, c'est quand même celle qui consiste à dire, enfin, juste faire valoir une des lois morales universelles décrites par Jésus en personne. Tu ne feras point ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et par extension, tu ne prendras pas les décisions qui vont nuire aux autres d'une manière que tu n'aimerais pas subir. Donc les frontières entre non pas des pays, mais les frontières entre des États-civilisations, alors ça, à ton tour, ça nous ramène à
Lui, là, je te le mets là. Dogin, un nouveau chaos mondial. Alors, il y a 2 articles sur ce terme de chaos. Le premier est plutôt générique. Alors lui, il fait beaucoup de rappels historiques, de choses, de définitions, de comment ça marche, y compris la physique quantique. C'est super bien, c'est super cool. Et après, il te parle de ça plus en détail pour l'architecture internationale. L'ordre de Locke. C'est là aussi qu'on retrouve des trucs qu'on a vu au début, avec qu'on a dans le premier numéro de cette série. On a fait deux numéros dans cette série où il parlait de Newton, de Rousseau et le dernier, je ne sais plus. Et donc tu peux rajouter aussi Locke dans la foulée, former une école de pensée politique, le libéralisme et ainsi de suite. Tout ça, c'est tout ce qui a fondé l'esprit occidental en fait. Dans sa pensée, dans sa réflexion, il place le chaos comme l'endroit où ne se situe aucune loi, aucun régissement, aucun concept, un corps établi, et donc une espèce de no man's land dans lequel peut s'étendre l'un ou l'autre paradigme. Bah, il faut le lire en détail après pour suivre l'histoire, mais c'est super pertinent, c'est super intéressant. Helga Zepp-Larouche, elle te donne juste 10 principes concrets d'une nouvelle architecture générale et de développement. Et là, tu as ces points qui sont là, directement. Bouf. Et donc, tu peux voir ce qui est intéressant tout de suite, on l'a remarqué tout de suite, il y a Sergei Glaziev qui est juste à côté. Ah, donc ils se connaissent. Parce que lui, c'est quand même euh, un dieu vivant, c'est encore une lumière, c'est encore un penseur lumineux, c'est encore un de ceux qui ont contribué à un renouveau. Enfin, on peut espérer qu'on va avoir un renouveau. Si on aura un renouveau et si on ne va pas plonger dans la faillite généralisée, ce sera grâce à des gens comme ça. Et, pardon. Et donc, à les cercles de personnes qui sont autour, les cercles concentriques, qui vont permettre d'étendre ces concepts. Et donc voilà, là on a des concepts. Ce qui est intéressant, ce que je recherche tout le temps, moi, ce sont des concepts clairs, simples. La conceptualisation est un exercice qui relève des mathématiques principalement, et qui permet d'éclairer, d'éclaircir, de clarifier des événements, des situations qui sont souvent en fait simplement des mélanges, des combinaisons de ces concepts. Quand on connaît les concepts, on sait où on se situe, on sait ce qui se passe, on sait comment agir, on sait quoi faire, on comprend la situation. Quand on est dans quand on n'a pas la compréhension et quand on n'a pas la connaissance des concepts à l'œuvre dans une action qui est en train de se produire, effectivement, comme le faisait remarquer Dugin, ben on se retrouve dans une situation de chaos. Et le chaos, c'est l'absence d'ordre, l'absence de loi. Donc, les lois, ce sont des choses qu'on découvre, qu'on comprend, qu'on établit, qu'on détecte et on vérifie ensuite pour voir si ça marche. Ça nous ramène encore à un autre, oui, un autre article qu'on a vu tout à l'heure sur l'ésotérisme de l'Apocalypse. C'est exactement ça le sujet. Hein. Comment dire, il y a 2 ordres particuliers de conception de la réalité qui peuvent s'enchevêtrer et se chevaucher. La réalité pratique et la réalité telle qu'elle est conçue dans une construction psychologique. Donc la réalité psychologique et la réalité réelle, celle qui est mesurable et vérifiable, prouvable. Et la réalité psychologique, c'est celle qui est associée à des paradigmes, des concepts, des croyances, des besoins, souvent. Elle est distordue par les intérêts. Donc, quand on a des intérêts, forcément, la perception de la réalité est distordue. Ça, c'est tout le drame humain en général. Et donc, dans cet article-là, Philippe Grasset, lui, il faisait le lien, comment on passe de l'un à l'autre en termes de ce que j'appelle, en l'occurrence, pour ça, la guerre hybride. C'est une acception de la guerre hybride. C'est le fait de vouloir modeler la réalité d'après l'expression, d'après ce qu'on s'en figure, d'après les besoins et d'après les intérêts. Donc un modelage de la réalité d'après la psychologie. Bon, ok, ça c'est... Et en fait ce schéma, tel que je l'écrivais dans un commentaire que j'ai fait à son article,
C'est le schéma inverse de la science. La science, elle part de la réalité, elle essaie de concevoir des règles qui permettent de l'expliquer, et ensuite, en retour, euh, parce qu'une fois qu'on a ces règles, elles appartiennent à la construction psychologique, et en retour, quand on veut la projeter sur la réalité, la science, à ce moment-là, fait des prédictions pour vérifier si ces théories sont exactes. Mais dans la guerre hybride, on n'est pas passé par la case science avant, on passe par la case j'ordonne que le monde soit comme je veux qu'il soit, etc. Et c'est ça, c'est cette pensée-là qui est ancienne, obsolète, barbare, préhistorique, et digne des plus grands penseurs qui ont construit l'Occident d'aujourd'hui. Ils fonctionnaient comme ça, ils établissaient la réalité du monde, l'ordre du monde, d'après ce que leur cerveau leur dictait en tant que supérieurement intelligente personne. Et donc tout devait être droit, linéaire, symétrique, c'est quand même plus facile à gérer, etc. Mais bon, la réalité n'attend pas, elle n'a pas besoin de la psychologie des humains pour exister. Elle fait son chemin et les humains ils doivent vérifier et suivre ce qui se passe. Ce qui est bien donc dans la conception de concepts, de principes, c'est de pouvoir proposer des systèmes, des lois, des fonctionnements qui peuvent être porteurs de sens. Donc voilà, je vais peut-être pas tous le lire, si. Bon, la nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement doit être un partenariat d'États-nations parfaitement souverains. Encore ce mot. Fondé sur les 5 principes de la coexistence pacifique et sur la charte des Nations Unies. La vraie, celle que personne n'a voulu respecter, mais elle existe, hein, donc elle est là. La priorité absolue doit être de réduire la pauvreté dans chaque nation de la planète. Et c'est facilement réalisable si les technologies existantes sont utilisées au profit du bien commun. L'espérance de vie de tous les êtres vivants doit être prolongée au maximum. Un des objectifs de la nouvelle architecture de sécurité, dit-elle, appelle-t-elle, doit être de fournir un accès à l'éducation universelle. Un système financier international doit être organisé, réorganisé, afin de pouvoir fournir des crédits productifs pour atteindre ces objectifs. Le nouvel ordre économique, je saute à chaque fois, sixièmement, le nouvel ordre économique doit être axé sur la création des conditions nécessaires à la mise en place d'industries et d'une agriculture moderne, commençant par le développement des infrastructures, etc. Éliminer le concept de géopolitique en mettant fin à la division du monde en blocs, bon, etc. Perfectionner à l'infini la créativité, son esprit de beauté, son âme, etc. Mais bon, elle fait une tentative qui est pas mal, qui va dans le sens de ce que préconise Valérie Bourgault de son côté. Où est-ce que je l'ai mis son article? C'est lui là? Je sais plus. Non, c'est pas lui. Attends, j'arrive tout de suite. Oups, bah ça y est, il fait nuit. La nuit arrive. Le soleil vient de se coucher, c'est pour ça qu'on est tout noir. Est-ce qu'elle préconise, elle, Valérie Bourgault, c'est un truc que je préconise aussi dans mon bouquin. Selon toute évidence, c'est la simple logique qui l'impose. C'est la réforme légale totale. La législation doit être complètement rénovée et simplifiée drastiquement. Et mine de rien, c'est quand même de ça, sans faire exprès, attends, je te le remets en noir, c'est de ça qu'elle parle aussi, hein, Elga Larouche. Elga Zepp Larouche, en proposant des bases de fonctionnement, en tout cas des objectifs clairs et simples à suivre. Et à partir de là, tout peut s'aligner. En fait, après, il y a des réflexions à faire là-dessus. Moi, je les ai déjà faites et je sais déjà à peu près de quoi ça parle, mais je comprends cette volonté et le fait de devoir exprimer clairement les besoins, c'est vraiment la première chose à faire. Et donc, le point de départ d'un nouveau système économique, puisqu'ils sont les Russes et les Chinois en train de construire un nouveau système économique, il est peut-être temps d'en profiter pour essayer d'y instaurer des nouvelles règles et façons de voir. C'est le moment de bien faire les choses, en fait. Hein, quand on fait from scratch un nouveau système, c'est le moment de penser, de réfléchir et de se poser une minute, juste une minute, pour se demander
La question la plus importante de tous, celle qui va rejoindre encore les questions philosophiques qu'on s'est posées avant avec Mathieu Herret sur l'objectif de l'univers. Et si on n'a pas ces objectifs en tête, forcément on plonge dans le nihilisme, c'est-à-dire dans l'absence de loi et le chaos. Tout est lié, hein. Et la grande question qui se pose, et je vais finir là-dessus, pour créer un nouveau système social, général de l'humanité, hormis ces quelques règles précises, c'est quel est le but du système et quel est le but de la vie sur Terre. Tu réponds à ces questions, tu réponds à toutes les questions. Voilà, merci, bonsoir.